Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette introduction au cours de linguistique, j'aimerais m'arrêter d'abord sur un certain nombre de points essentiels. D'abord, j'ai souvent été témoin du désarroi des étudiants devant le rayon linguistique dans une grande librairie. Ou encore, dans la bibliothèque, lorsqu'on consulte les fichiers présentés par ordre alphabétique. Ces fichiers, s'ils facilitent la tâche pour ceux qui savent, ils n'aident en rien ceux qui aimeraient savoir. Donc, il y a une production linguistique foisonnante, abondante, ce qui fait que le choix d'un document ou de l'autre n'est pas toujours évident, surtout pour les étudiants qui s'initient, qui débutent leurs études dans le domaine de la linguistique. Le deuxième point dissuasif aux yeux de certains, c'est qu'il y a en linguistique trop de théories, trop de conceptions théoriques et conceptuelles. Trop de théories, partant, trop de terminologie. Donc on comprend là encore qu'il y a, je dirais, un embarras ou un désarroi chez les étudiants qui en fait se sentent perdus devant cette panoplie de conceptions théoriques ainsi que de la métalangue qui accompagne chaque conception théorique. Donc on voit très bien que nos étudiants ont besoin d'amers et de balises, d'une feuille de route bien taillée à leur mesure pour mener à bien leurs études en linguistique. Alors c'est de cela qu'il s'agit dans la présentation que je vais faire, que je suis en train de faire. Il s'agit donc d'initier les étudiants au domaine donc de la linguistique de façon particulière. Et là, j'aimerais m'arrêter sur deux choses essentielles. D'abord, on va revenir sur la définition de la linguistique, mais au préalable, pour donner des éléments de réponse à ces deux éléments, à savoir le nombre impressionnant de disciplines et de théories linguistiques. D'abord, lorsqu'on cherche à définir la langue, et je reprends la définition d'Émile Benveniste dans son ouvrage que je conseille d'ailleurs aux étudiants, ceux qui débutent en linguistique, Problème de linguistique générale d'Émile Benveniste. Il est en deux thèmes aux éditions Gallimard. Et c'est un ouvrage essentiel dans le sens où il vous apprend comment on pose un problème en linguistique. Et ça, c'est très important. Donc, Benveniste définit la langue comme étant une tête de Méduse. On le sait dans la mythologie gréco-romaine, Méduse est un personnage qui a deux faces. Donc Benveniste compare la langue à Méduse, c'est-à-dire qu'elle a deux faces. Elle est à la fois forme et sens. Et à partir de là, on saura que toutes les disciplines linguistiques s'inscrivent soit au niveau de la forme ou au niveau du sens. Donc on a des domaines tels que la phonétique, qui s'occupe de l'étude de l'articulation et du mode d'articulation, des sons. Puis vous avez la phonologie qui étudie aussi bien la forme que le sens des phonèmes, puis la morphologie qui étudie la formation des mots ainsi que la dérivation morphologique des mots, et la syntaxe qui étudie donc qui est l'étude de la combinatoire des constituants dans une structure phrastique. Alors ces quatre domaines constituent ce qu'on appelle les disciplines qui s'occupent de la forme de la langue. Et de l'autre côté, on a une science molle, à savoir la sémantique, qui est donc l'étude du sens. Je ne dirais pas, comme certains, l'étude scientifique du sens, parce qu'en fait, le concept de science est un concept mal défini, insaisissable. Bref, les domaines, les disciplines que je viens de donner sont véritablement les disciplines linguistiques.
De l'autre côté, et à partir, on le sait depuis les années 90, il y a énormément de disciplines qui vont s'occuper de la langue. Donc on va avoir la psychologie cognitive, il y a aussi ce qui se fait dans le domaine du traitement automatique des langues, il y a aussi des disciplines telles que la psychologie linguistique, la socio-linguistique, géographie linguistique. Bon, ces domaines-là, je les laisse de côté dans la mesure où nous avons deux domaines. Il y a langue, société, langue, psychologie, langue, géographie. Donc on a un domaine linguistique et un domaine extra-linguistique. Or, nous, ce qui nous intéresse de façon particulière dans cette initiation à la linguistique, c'est le domaine linguistique. Même la pragmatique, je ne parlerai pas de pragmatique parce qu'on le sait, elle est à cheval sur le linguistique et l'extra-linguistique. Donc les disciplines que j'ai présentées là sont véritablement les disciplines fortes, je dirais, du domaine de la linguistique. Voilà donc pour ce qui est de la première question concernant les disciplines. De toutes les manières, les disciplines s'inscrivent soit dans le domaine de la forme ou dans le domaine du sens. Voilà. De l'autre côté, on a les théories linguistiques. Les théories linguistiques, on le sait, elles sont nombreuses. On peut commencer depuis la linguistique historique, comparée, jusqu'à ce qu'on arrive à la linguistique structurale. Et les cadres théoriques qui en sont issus, tels que le fonctionnalisme ou encore la linguistique distributionnelle. Et nous avons aussi la grammaire générative et transformationnelle, élaborée au départ par Noam Chomsky dans les années 50. Et en parlant justement de grammaire générative et transformationnelle, il y a plusieurs versions. Je dirais qu'il y a une grammaire générative et plusieurs grammaires transformationnelles. Donc on a les théories développées notamment en Europe par Mitsurona, par Jean-Claude Miner et bien d'autres. Donc, la grammaire générative, c'est la théorie qui va sonner le glas, je dirais, à la linguistique structurale. Et c'est une grammaire qui n'est pas facile à saisir. Le ticket d'entrée est cher, dans la mesure où nous avons plusieurs versions depuis les années 50. Je parlerai tout à l'heure de ce cadre conceptuel qui part de la grammaire générative transformationnelle dans la théorie standard étendue, puis la théorie lexicaliste dans les années 80, jusqu'à ce qu'on arrive à GB, Government and Binding, puis à la théorie des traits, la théorie minimaliste, etc. Donc c'est une théorie qui a réussi une percée planétaire, mais c'est une théorie aussi qui n'est pas facile à saisir. Donc, là, pour répondre au désarroi des étudiants, ou encore de ceux qui présentent le nombre des disciplines et la diversité des cadres conceptuels, ceux qui considèrent ces éléments comme étant dissuasifs, je pense que sur le plan, d'abord, je pense que sur le plan de la contemporalité, le tri est facile à faire. Le deuxième point concerne ceux qui avancent l'argument selon lequel il y a trop de théories ou cadres conceptuels. Je dirais qu'en fait, ils mélangent l'histoire de la linguistique et la linguistique en train de se faire. En d'autres termes, ils confondent, pour reprendre la dichotomie saussurienne, ils confondent diachronie et synchronie au plan de la recherche linguistique. Vu diachroniquement, dans son déroulement dans le temps, la recherche linguistique peut effectivement donner l'impression d'un foisonnement de théories dont il peut être mal aisé de découvrir là où les clés. Mais le tri, comme je l'ai dit tout à l'heure, est très facile sur le plan de la contemporanité. Alors, pour démarrer ce deuxième point, ce deuxième volet de mon intervention, je vais dire un petit mot sur ce qu'on faisait avant l'ère de la linguistique. Avant, on faisait des études diachroniques. Donc, on avait la linguistique historique ou encore la linguistique comparée. Et c'est à cette époque-là on avait étudié, si vous voulez, l'évolution des langues, puisque ce sont des études diachroniques,
et on a constitué ce qu'on appelle les grandes familles de langues. Seulement, la remarque à faire, c'est qu'avant l'ère de la linguistique, on n'a jamais étudié la langue en elle-même. La langue était une donnée. En d'autres termes, on utilise la langue pour répondre à d'autres questions qui sont d'ordre philosophique, comme par exemple, qui c'est qui précède? Est-ce la langue? Est-ce la pensée? Est-ce qu'on peut réfléchir sans utiliser la langue? Ou encore, on utilise la langue pour répondre à des questions d'ordre logique. Et d'ailleurs, si l'on observe un petit peu ce qui se faisait dans la grammaire traditionnelle, on voit toujours qu'il y a des définitions qui sont liées au domaine de la logique. Prenez l'exemple de ce qu'on appelle la phrase complexe. On parle de propositions complétives, de propositions relatives ou encore de propositions circonstancielles. La notion de proposition n'a rien à voir avec la grammaire. C'est une notion qui est issue du domaine de la logique. Donc, voilà ce qu'on faisait avant l'ère de la linguistique. Avec la naissance de la linguistique, eh bien, la langue n'est plus une donnée. C'est un objet à construire. Et c'est de cela que va s'occuper justement toute la linguistique structurale qui a démarré donc avec le cours, qui a démarré selon la tradition française, qui a démarré avec le cours de linguistique générale qui a été rédigé par les disciples de Ferdinand Saussure. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui a été édité aux éditions Payot. Hein? Bien. Avec la naissance donc de la linguistique structurale, on va changer en fait de domaine et on va travailler sur l'objet langue. Par ailleurs, on va s'intéresser à toutes les productions, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les langues à tradition orale qui seront l'objet d'études, mais la parole tout court. D'ailleurs, la dichotomie saussurienne première, c'est langue parole. Saussure va s'occuper de l'étude de la parole. Je ne vais pas revenir sur toutes les dichotomies, mais il est important, lorsqu'on prend ces dichotomies, d'un point de vue didactique, il est intéressant de prendre les paires de chaque dichotomie et comprendre la chose suivante. Quand je prends la dichotomie langue-parole, en fait, je peux comprendre la chose de la manière suivante. L'étude de la langue à une époque donnée, c'est-à-dire comme étant une donnée pour répondre à d'autres questions, comme j'ai dit tout à l'heure, d'ordre philosophique ou logique. Et de l'autre côté, nous avons la parole. C'est donc l'étude de la production linguistique d'un locuteur donné. Donc, langue fait partie de l'état ancien. Parole, donc, va faire partie du nouveau domaine, à savoir la linguistique structurale. Donc, c'est à partir de cette période-là qu'on va avoir ce qu'on va appeler plus tard la linguistique du discours aussi. Les études linguistiques de la linguistique structurale, en fait, sont toutes des études qui se font dans le temps, c'est-à-dire d'un point de vue synchronique et non pas diachronique. Ça, c'est une spécificité donc, de la linguistique structurale qui étudie la langue dans son état actuel et non pas dans son évolution dans le temps. La linguistique structurale, en fait, va définir la langue comme étant un système autonome de dépendance interne. Et la valeur de chaque élément du système étant définie différentiellement. Saussure appelle cela l'indépendance de la forme. Alors, par la dépendance interne, on entend une structure. Une structure, bien sûr, phrastique. Et quand je dis une structure phrastique, c'est-à-dire les constituants de cette phrase entretiennent, bien évidemment, des relations entre eux. Ils entretiennent une relation de dépendance. Okay. Secondo, c'est que le signe linguistique n'a pas pour fonction de relier une expression à un objet du monde, ce qu'on appelle le référent, mais un signifiant, c'est-à-dire une image acoustique, à un signifié qui est donc le concept. Les systèmes de signes doivent être étudiés d'un point de vue interne, pour eux-mêmes,
et en eux-mêmes et non en relation au domaine extra-linguistique. Donc je dirais que l'objet de la linguistique est l'étude interne et synchronique de la langue comme système de signes. Signe, bien évidemment, il est généralement admis que c'est un terme, le signe linguistique est généralement admis que c'est le Saussure qui était derrière cette appellation. Or, d'après les textes que nous avons pu voir, c'est plutôt Saint Jean Perse à qui on doit le terme de signe linguistique. Voilà donc pour la précision. Donc, si vous voulez, pour les étudiants, je conseillerais pour la lecture, vous avez des ouvrages que je considère comme étant basiques, essentiels. Bon, bien évidemment, vous avez le cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure et je vous conseillerais vivement la lecture de Benveniste, Émile Benveniste, dans l'ouvrage connu sous le titre « Problème de linguistique générale ». Il est en 2 tomes, publié aux éditions Gallimard. C'est un ouvrage excellent, comme j'ai dit tout à l'heure, il vous apprend à poser des questions linguistiques. Il y a aussi les travaux de Gustave Guillaume, que l'on appelle le cadre conceptuel de la psychomécanique. Et vous avez le langage, ici on dit langage, de Gustave Guillaume. Vous avez aussi le problème de l'article et sa solution dans la langue française. Et il y a, je dirais aussi, fondamentalement, l'un des, je dirais, des instruments qui doivent accompagner l'étudiant, qui doit avoir avec lui, en fait, c'est le dictionnaire de linguistique. Il est essentiel d'avoir un dictionnaire de linguistique, notamment celui de Dubois, hein, aux éditions Larousse. Et bien évidemment, le dictionnaire Petit Robert. Donc, ce sont des outils nécessaires. Alors, la linguistique structurale, ça c'est, je dirais, des ouvrages de base et on peut bien évidemment les compléter par d'autres lectures. Il est aussi important de savoir que la linguistique structurale a donné naissance à plusieurs conceptions, notamment le fonctionnalisme qui a été avancé par Martinet après son séjour en Colombie. Et nous avons son ouvrage connu sous le titre « Éléments de phonologie », hein, d'André Martinet. Vous avez aussi les travaux qui ont été faits par Gleason, qui est sur le domaine aussi de la phonologie, qui est très important. Aussi, j'aimerais signaler les travaux qui ont été faits par Chevalier et équipe, hein, dans le domaine de la linguistique structurale. Vous avez la grammaire structurale, vous avez initiation à la linguistique structurale, vous avez aussi clé pour la linguistique de Georges Mounin. Et aussi, sans oublier une référence très importante, c'est le dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, rédigé par Svetan Todorov et Oswald Ducrot, hein, aux éditions Seuil. Donc, voilà des références qui peuvent être très utiles pour les étudiants, pour la maîtrise justement de ce cadre conceptuel. Donc, il a donné naissance au fonctionnalisme. Comme le terme l'indique, le fonctionnalisme n'est rien d'autre que l'étude des fonctions dans une structure. Et on a aussi un cadre théorique qui est lié au structuralisme, c'est ce qu'on appelle la valence. C'est la théorie qui a été élaborée par Lucien Ténière dans son ouvrage connu sous le titre « Éléments de syntaxe structurale ». C'est aux éditions Klinksik. Donc, la linguistique, par exemple, c'est la valence, et c'est l'architecture qu'on a au niveau de la linguistique structurale, c'est-à-dire qu'on a une structure phrastique avec un sujet, un verbe et un objet, n'est-ce pas, si je prends le cadre d'une phrase simple. Alors, pour la linguistique, pour la valence, le verbe, constitue la valence de la phrase. Et bien sûr, dans ce cadre conceptuel, on va proposer une métalangue. On ne parle plus en termes de sujet et en termes d'objet, mais on parle en termes d'actant et de circonstant. Donc vous voyez très bien que chaque cadre conceptuel a une métalangue qui lui est propre, ce qui est tout à fait évident. Pour apporter du neuf, en fait, il faut innover.
Et lorsqu'il y a un cadre conceptuel, une autre théorie, lorsqu'elle naît, bien évidemment, soit elle constitue une sorte de continuité de cette théorie, soit elle peut la développer, ou encore elle peut complètement la réfuter, hein, et proposer autre chose. C'est ce qu'on va voir avec notamment avec la grammaire générative et transformationnelle. Aussi, il y a lieu de parler du distributionnalisme, qui est fidèle à la théorie donc structurale. C'est un cadre conceptuel aussi qui a été développé aux États-Unis par Zelig Harris à l'université de Pennsylvanie. Chomsky, c'est à l'université Amherst. Donc en Pennsylvanie, il va développer ce cadre conceptuel, le distributionnalisme, qui est lié bien évidemment au structuralisme dans le sens où il travaille aussi sur des structures phrastiques, avec bien sûr un jargon, une métalangue différente de la linguistique structurale proprement dit. Puis, on a les théories de l'énonciation. Après, bien évidemment, le structuralisme, il y a ces théories qui vont naître, mais l'énonciation, dont je dirais à la base, elle est liée à des conceptions purement structuralistes. Alors, au niveau de l'énonciation, nous avons au moins 3 versions. On a la version que je considère comme étant la version initiale, celle que l'on doit à Gustave Guillon, dans sa théorie de la psychomécanique, et qui est explicitée dans son ouvrage Sciences du langage, Langage et sciences du langage. Et nous avons aussi la théorie qui a été élaborée par Antoine Cuglioli. Et bien évidemment, on le sait, Cuglioli n'a pas laissé beaucoup de travaux. Ce sont ses étudiants qui ont donc, je dirais, rassemblé tous ces travaux et conférences qui les ont publiés. De façon particulière, je citerai l'ouvrage intitulé L'énonciation de Catherine Fuchs, qui est très important et qui récapitule en quelque sorte les phases essentielles de la théorie de l'énonciation telle qu'elle a été proposée par Cuglioli. Et bien sûr, l'énonciation aussi a été abordée par Georges Kleber. C'est, je dirais, le dernier cri de la théorie de l'énonciation, et donc celui de Gaston Gross. Il y a aussi, après la théorie structuraliste, si vous voulez, on va voir la grammaire générative qui va sonner le glas de la linguistique structurale. Alors, la différence fondamentale, je dirais, parce que dans une certaine mesure, on travaille toujours sur la langue, ok? Mais la différence, c'est ce que la grammaire générative va proposer. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure lors de la définition de la linguistique, il ne s'agit pas de décrire la langue ou les langues naturelles, mais l'objet est de décrire les connaissances qu'a un locuteur de la langue. Donc, de plein droit, ici, la linguistique s'inscrit dans le domaine de la psychologie cognitive. Et c'est pour cela que dans la théorie donc, de Chomsky, on va avoir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Chomsky va nous proposer, je dirais, une hypothèse selon laquelle nous avons, chaque fois que nous parlons, nous avons 2 structures. On a une structure de surface, c'est le produit de ce que je dis, c'est les phrases, les structures phrastiques telles qu'on l'a vu avec la grammaire structurale, mais en plus de cela, Chomsky va nous dire qu'il y a un autre étage. C'est ce qu'il appelle la composante syntaxique de base et qui constitue la structure profonde d'une langue. Je m'explique. Pour la linguistique générative, il s'agit avant tout de la créativité du sujet parlant. Chomsky d'ailleurs parle d'un locuteur-auditeur idéal, c'est-à-dire que les deux, lorsqu'ils se rencontrent, lorsqu'ils se parlent, ils se comprennent. C'est pour cela qu'il les considère comme étant idéal. Mais ce qui est intéressant au niveau de la grammaire générative, c'est qu'on a à la base un certain nombre de règles syntaxiques, c'est la composante de base, et à cette base, nous avons 3 types de règles. C'est les règles de réécriture. Par exemple, P se réécrit en SN concaténé à SV.
Nous avons les règles lexicales, c'est-à-dire que chaque constituant de la phrase reçoit un trait. Si c'est un nom, ben il va recevoir je dirais, des traits lexicaux qui concernent la nature lexicale du nom. Ça pourrait être un humain, un abstrait, concret, comptable, non comptable, etc. Concernant les verbes, ils ont également des traits. C'est ce qu'on appelle les traits de sous-catégorisation. Les traits de sous-catégorisation du verbe sont considérés comme étant externes, parce qu'en fait, le verbe a toujours besoin d'un objet, okay. Ce qui n'est pas le cas des noms. Le nom a une sous-catégorisation interne, c'est-à-dire que les traits lexicaux sont intérieurs à l'unité lexicale nom. Okay. Quand je dis par exemple cheval, ben, les traits lexicaux sont clairs, animal, animé, etc. Vous voyez? Alors que pour les verbes, lorsque je dis par exemple qu'un verbe est sous-catégorisé pour avoir un objet, ça veut dire qu'il a dans sa projection un objet. Je prends un verbe comme manger, il mange une pomme, donc pomme est dans l'extension, je dirais, du verbe. Il fait partie de sa projection. Donc il mange une pomme. Je dirais que le verbe est sous-catégorisé pour avoir un objet, une position. Si je prends un verbe comme donner, je peux dire que Jean a donné une gifle à Marie, ou si vous voulez, Marie a donné une gifle à Pierre, eh bien je vais dire que le verbe donner est sous-catégorisé pour avoir deux positions sur sa droite. Il a deux projections maximales à sa droite, c'est-à-dire un objet, donner une gifle à Pierre. Donc ça fait deux. Puis nous avons donc règles de réécriture, règles lexicales et règles de sous-catégorisation. Ces trois règles figurent à ce qu'on appelle la SP, la structure profonde. Et ces éléments qui existent au niveau de la structure profonde vont avoir besoin d'un certain nombre de transformations. Ce sont ces transformations qui vont permettre à la structure profonde de passer à SS, c'est-à-dire la structure de surface ou encore la structure superficielle. Alors ces structures superficielles, c'est tout simplement deux interprétations. Lorsqu'on a un énoncé, on l'entend, donc on va l'interpréter phonologiquement, et de l'autre côté, on comprend quelque chose. Donc on va l'interpréter sémantiquement. Voilà. Donc la composante syntaxique, elle est à la base, et au niveau de la surface, nous avons le produit. Ce que nous entendons, c'est la suite acoustique des mots, des phrases, etc. et l'interprétation sémantique que nous lui donnons. Donc, c'est ça ce qui fait la grande différence entre la théorie structuraliste qui travaille sur une seule structure et qui analyse la relation de dépendance existant à l'intérieur de la phrase. Alors que la linguistique chomskienne, c'est une linguistique à deux étages. Une structure superficielle, SS, ou de surface, et une structure profonde. Structure profonde, structure surface, et au milieu, il y a les transformations. Alors, pour ce qui est des transformations, c'est la partie délicate de la grammaire générative. Et délicate, pourquoi ? Délicate parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une grammaire générative, c'est telle qui a été fondée au départ par Noam Chomsky, et qui repose sur des éléments très importants tels que l'intuition. Une langue, on l'apprend, on ne l'apprend plus, c'est une acquisition, on acquiert une langue. Contrairement à la tradition structuraliste qui considère que la langue est apprise. Vous voyez, donc il y a apprentissage dans un cas et acquisition de l'autre, donc un savoir intuitif et mental. Donc ça c'est très important, cette nuance. Donc je disais qu'on a une grammaire générative, mais on a plusieurs grammaires transformationnelles. Il y a les travaux d'Emments, Joseph Emments, il y a intitulé les transformations radicales et les transformations de base. Il y a les travaux très connus en France de Jean-Claude Miner, qui est, je dirais, celui qui a introduit en fait la grammaire générative en France. Dans son ouvrage intitulé Ordre et raison de langue aussi. C'est aussi l'auteur qui a traduit Forme et sens de Noam Chomsky avec Judith Milner et bien d'autres travaux qui sont donc très importants. Donc,
Une nouvelle qui pourrait être intéressante pour les étudiants, c'est que avec la naissance d'aspects de la théorie syntaxique après les années 50, puisque Structure Syntaxic Structures qui a été publié au départ en 57 exactement, puis l'ouvrage qui va sortir après, c'est Aspects de la théorie syntaxique. Il n'y a que des transformations de cet ouvrage. Et ceux qui l'ont lu à l'époque ont vraiment souffert. Et on a appris par la suite, forcément, puisque la théorie évolue, vers les années 80, et bien Chomsky va revenir sur toutes les transformations. Il va pratiquement éliminer toutes les transformations pour n'en garder que deux. Déplacer alpha, ce qu'on appelle la théorie du movement, et ce qu'on appelle la théorie WH, c'est-à-dire les connecteurs qui l'ont eu, qui introduisent donc les phrases complexes. On ne retient donc plus que deux transformations. Donc c'est salutaire pour les étudiants parce que ce n'est pas toujours évident de travailler sur les transformations, surtout lorsqu'on a affaire à des phrases ambiguës. Vous savez, lorsqu'on a une phrase ambiguë d'un point de vue surface, quand je dis par exemple « Max regarde les fleurs de la fenêtre », quand je prends cette phrase, « Max regarde les fleurs de la fenêtre », alors c'est une phrase ambiguë. Est-ce que Max se met à la fenêtre pour voir les fleurs, ou encore Max regarde les fleurs qui se trouvent sur la fenêtre? Donc il y a une ambiguïté. Et à chaque fois qu'il y a une double interprétation, il faut qu'il y ait à la base deux structures profondes, ce qui complique donc l'avantage, l'analyse ou l'étude. Un deuxième élément qui est très important sur lequel j'aimerais revenir, c'est la notion de corpus, très importante. La linguistique structurale, c'est une linguistique du corpus. Et un corpus, comme le dit Michel Zakaria dans son ouvrage Grammaire générative et transformationnelle et règles de l'arabe, puisque Michel Zakaria a travaillé dans la langue standard arabe, selon Michel Zakaria, un corpus aussi énorme puisse-t-il être ne peut jamais concerner la réalité d'une langue. Il restera donc toujours un échantillon. Alors la grammaire générative, ce n'est pas une grammaire du corpus. Et c'est ça ce qui est un petit peu problématique dans le sens où Chomsky construit une théorie sur une phrase. Voyez? Et donc une phrase n'est pas toujours représentative de toute la classe des phrases. Bien. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu la grammaire générative qui est une grammaire aussi, c'est très important, c'est une grammaire de la forme. Je m'explique. Tout à l'heure, en parlant de la langue, j'ai pris l'exemple généralement cité qui était cité par Benveniste, comme quoi la langue n'est rien d'autre qu'une forme et un sens. La grammaire structurale est une grammaire qui mélange en quelque sorte les deux. On a des structures phrastiques, bien sûr, qui ont une forme et qui ont une représentation au niveau de la réécriture, une représentation qui est similaire à celle d'un algorithme. Mais les interprétations ne sont toujours pas formelles. On donne à la forme parfois des définitions sémantiques, comme dans la tradition. Dans la tradition, on prend une notion par exemple formelle comme le sujet et on vous dit tiens, le sujet est celui qui fait l'action. Et ça on le trouve dans pratiquement tous les ouvrages de grammaire. Or, lorsque je dis Max aime Marie, Max rêve de Marie, on peut se poser la question, elle est où l'action? Les grammairiens diront que c'est quelque chose qui est lié au verbe, puisqu'on a ici un verbe d'état. Or, je dis que là, on a changé de discussion, on est passé au verbe. Or, la question concerne le sujet. Donc, les syntaxiciens diront que le sujet est défini de par sa position syntaxique tête de la phrase.
Donc là, si les linguistiques structurales travaillent avec les deux domaines, forme et sens, eh bien la grammaire générative, surtout dans ses débuts, c'est une grammaire qui a mis en veilleuse, qui a mis de côté le sens. C'est une grammaire dont la centralité est réservée à la forme, c'est-à-dire à la syntaxe. En d'autres termes, c'est la forme qui produit le sens et non pas l'inverse. Et c'est très important dans la conception théorique de Chomsky, qui est en fait une grammaire ou une linguistique formelle. Ce n'est qu'aux années 80 où Chomsky va introduire une nouvelle dimension, qui est la dimension du lexique. Donc en plus de la composante de base, la syntaxe, on va rajouter les règles lexicales. Et c'est dans son ouvrage Question de sémantique, je pense, paru en 81, aux éditions Seuil. Bien, je vais m'arrêter là parce qu'il y a d'autres conceptions théoriques de la grammaire générative, mais qui ne sont pas dans notre cursus. Et je dirais que, pour rassurer mes étudiants, que tout ce qui a trait à la théorie du GB, c'est-à-dire gouvernement et liage, tout ce qui est lié à la théorie minimaliste, encore à Tchékin, la théorie des traits, je dirais que ce sont beaucoup plus des théories qui sont faites pour la recherche linguistique. Donc, mes étudiants, vous aurez certainement le temps, après la maîtrise donc, de la base en linguistique, d'attaquer, je dirais, ces cadres conceptuels qui sont très intéressants. Bien, donc pour conclure cette intervention, où il s'avère difficile en fait de faire le résumé, je dirais, de toutes les études linguistiques en 1 heure ou même en 2 heures. La tâche n'est pas facile, d'autant plus que c'est un domaine qui est très très large et qui fait appel à plusieurs secteurs. Néanmoins, je dirais que les études linguistiques et la recherche linguistique de façon générale appellent un certain nombre de questions nécessaires à sa réalisation. L'élément essentiel premier, c'est d'essayer de faire le tri, comme je l'ai dit. Et d'ailleurs, dans notre cursus, dans l'enseignement du cours de linguistique générale, ce tri est clair et permet aux étudiants la maîtrise donc, de toutes les études linguistiques, que ce soit au niveau de la linguistique structurale ou encore au niveau de la grammaire générative, puisque ce sont vraiment les cadres théoriques sur lesquels nous travaillons avec nos étudiants, de façon particulière. Le deuxième point qui est aussi important, c'est que le décryptage des démarches des théoriciens ainsi que les différentes théories doivent être liées à un état de préparation de la part de nos étudiants. C'est une condition sine qua non pour pouvoir assimiler donc le cours de linguistique. Je vous remercie.